8 millions de dollars pour une simple usine de tomates. Un montant dérisoire, en apparence, pour un pays longtemps oublié. En quelques années, le Burkina Faso mené par Ibrahim Traoré a transformé ce chiffre modeste en symbole d'une souveraineté qui s'étend des champs jusqu'aux hôpitaux, sous le soleil rude du Sahel, jour après jour, patiemment. Que signifie pour ceux qui suivent les Burkina Faso News ou cherchent Ibrahim Traoré Burkina Faso, ce brusque changement de trajectoire économique et morale? Et surtout, jusqu'où ce pari assumé par Ibrahim Traoré peut-il entraîner un peuple décidé à se relever? L'accélération silencieuse observée au Burkina Faso crée désormais une attente claire. Prouver que les transformations initiées peuvent dépasser le stade des chantiers pour devenir un cadre durable de souveraineté. Cette promesse repose sur une idée précise: offrir au pays une autonomie mesurable, capable de résister aux crises énergétiques, agricoles ou logistiques qui ont longtemps freiné son développement. Pour les observateurs attentifs, le véritable enjeu dépasse la simple réussite technique. Il s'agit de déterminer si un pays enclavé peut maintenir un modèle fondé sur la production intérieure sans retomber dans la dépendance extérieure. En filigrane, une question se renforce. Les progrès visibles dans les usines, les routes ou les villages électrifiés peuvent-ils créer une dynamique suffisamment solide pour transformer durablement l'économie nationale? Ce qui rend cette trajectoire fascinante, et c'est là la micro-étincelle qui retient l'attention, réside dans l'équilibre fragile entre volontarisme politique et mobilisation collective. Un seul maillon qui faiblit, et l'ensemble peut ralentir. Mais si chaque secteur suit la cadence, le pays pourrait franchir un seuil inédit. La mini-révélation apparaît dès l'abord. 8 millions de dollars ont suffi à renverser une inertie vieille de plusieurs décennies. Et plus de 300 000 personnes bénéficient désormais de l'énergie du programme ILN. Ces deux chiffres, modestes en apparence, éclairent la logique profonde du modèle porté par Ibrahim Traoré: transformer des contraintes structurelles en leviers productifs. L'usine de transformation de tomates, premier jalon tangible de cette stratégie, n'est pas un simple bâtiment industriel. Avant sa création, des milliers de tonnes de récoltes se perdaient chaque année, incapables d'atteindre un marché inexistant. Son implantation marque un basculement. Une agriculture longtemps vulnérable aux pertes devient une source stable de revenus, nourrissant un tissu économique local qui s'organise autour du Made in Burkina. Dans le même mouvement, le programme solaire Yelen élargit l'horizon. Plus de 100 villages, autrefois plongés dans l'obscurité et tributaires d'une électricité rare ou coûteuse, accèdent à une énergie continue. L'électricité permet d'allonger les heures d'école, de sécuriser les soins de nuit, d'alimenter les ateliers et de stabiliser les micro-entreprises rurales. Ce progrès n'est pas spectaculaire, mais il transforme silencieusement la vie quotidienne. À ces évolutions s'ajoute un chantier routier de grande ampleur reliant le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire. Avec 500 millions de dollars investis et des centaines de kilomètres asphaltés, le pays réduit ses délais de transport, fluidifie ses échanges et relie des régions longtemps isolées. Cette réorganisation logistique redéfinit les circulations commerciales et redistribue les opportunités. Le contexte politique, pourtant fragile, n'a pas stoppé cet élan. Sorti d'une période de turbulence institutionnelle, le pays aurait pu s'enliser. Au contraire, sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, il convertit chaque défi en occasion de reconstruction. Former des ingénieurs locaux, renforcer les coopératives agricoles, consolider les hôpitaux bâtis par des équipes nationales. Ainsi, l'enchaînement, agriculture, énergie, routes, santé, compose la trame cohérente d'un pays qui ne cherche plus la permission du monde pour se transformer, mais s'appuie sur ce qu'il produit lui-même. Pour comprendre comment les premières transformations ont réellement pris forme, il suffit d'observer ceux qui ont vu leur quotidien basculer. Le premier guide de ce parcours pourrait être Abdoulaye, agriculteur près de Bobo Dioulasso.
dont les récoltes se gâtaient autrefois sous le soleil faute de débouchés. Lorsque l'usine de transformation ouvre ses portes, il découvre non seulement un acheteur stable, mais aussi une manière nouvelle d'envisager son métier. Ses revenus cessent de dépendre des aléas de transport et de conservation, et sa communauté redéfinit peu à peu le sens du travail collectif. Plus au nord, Aïcha, jeune technicienne formée dans un programme solaire local, incarne une autre facette de cette mutation. Elle veille désormais sur les panneaux d'un village du Sahel, ajustant les batteries, contrôlant les câbles, garantissant que la lumière reste stable toute la nuit. Sa présence témoigne d'un changement structurel. L'énergie n'est plus un service extérieur, mais une compétence nationale, maîtrisée par une nouvelle génération de techniciens formés sur place. Ces récits, bien qu'individuels, traduisent un mouvement plus large. Les villageois apprennent à réparer les installations, les coopératives agricoles organisent des circuits de distribution et les ateliers ruraux prolongent leur activité au-delà du crépuscule. Chaque amélioration, même modeste, renforce un sentiment de capacité collective. Ce qui apparaît alors est simple. Les avancées techniques prennent racine quand elles s'incarnent dans des vies réelles, et non dans des plans abstraits. L'impact précoce ne se mesure pas seulement en infrastructure, mais en trajectoires humaines stabilisées par des outils concrets, accessibles et reproductibles. En somme, ces personnages guides montrent que la souveraineté commence souvent dans des gestes minuscules, mais répétés jusque dans les villages les plus isolés. Tout commence par un déclic presque invisible, une récolte qui ne pourrit plus, un village qui s'illumine, un chantier qui avance sans bruit. Ce sont des gestes simples, mais ils déclenchent une dynamique qui se propage de secteur en secteur. Au cœur de cette phase initiale, l'usine de transformation joue le rôle de levier. Elle stabilise les prix agricoles, sécurise les flux de production et offre un signal clair. La valeur ne doit plus quitter le pays sans se transformer. Ce premier maillon réduit les pertes, renforce la confiance locale et prouve qu'un modèle intérieur peut fonctionner. Le deuxième événement survient rapidement. Le lancement du programme solaire Yelen redistribue les équilibres. L'énergie, jadis rare, devient disponible et pilotée localement. Les villages prolongent leurs activités, les ateliers s'équipent, les écoles s'adaptent de nouveaux horaires. Cette autonomie énergétique ne crée pas seulement du confort. Elle transforme l'économie informelle en économie productive. Elle stabilise des zones longtemps vulnérables. Elle réduit la dépendance aux importations. Dans les conversations des habitants, une idée circule. Si la lumière vient du village, alors la décision peut aussi venir du village. Arrive ensuite le chantier routier majeur, véritable pivot de l'enchaînement. En reliant le Burkina Faso à la Côte d'Ivoire, il ouvre un corridor qui change tout. Le transport s'accélère, les coûts logistiques se contractent, les marchés se rapprochent. Ce lien matériel unifie ce qui était fragmenté. Les commerçants franchissent des distances qu'ils jugeaient autrefois impraticables. Les régions éloignées rejoignent le rythme de la capitale. Le pays commence à respirer d'un souffle unique, porté par une infrastructure cohérente. À ce stade, le mouvement atteint son climax. Les secteurs ne progressent plus isolément. Ils s'alimentent les uns les autres. Les agriculteurs profitent des routes. Les techniciens solaires sécurisent l'énergie nécessaire aux usines. Les hôpitaux renforcent la confiance des communautés. Les coopératives fluidifient la circulation des biens. Une logique d'interdépendance se met en place. Et derrière cette architecture, la présence d'Ibrahim Traoré sert d'aiguillon. Il exige des chantiers financés localement. Il encourage la formation de techniciens. Il impose la rigueur dans le déploiement. Pour beaucoup, cette discipline incarne un changement d'attitude autant qu'un changement structurel. Lorsque le climax redescend, il laisse place à une rémanence durable. Ce ne sont plus des chantiers isolés, mais une culture de production qui se consolide. Les villages électrifiés réorganisent leurs horaires de travail. Les agriculteurs planifient leurs récoltes selon les capacités de transformation. Les jeunes techniciens créent des ateliers de maintenance. Les marchés régionaux s'ajustent à la nouvelle fluidité des routes. Les institutions locales notent une participation accrue
aux projets communautaires et aux formations techniques. Ce moment de rémanence marque une transition décisive. Les progrès ne dépendent plus d'une impulsion centrale. Ils s'auto-entretiennent. Les acteurs locaux s'approprient les outils. Les communes renforcent leurs capacités. Les initiatives citoyennes se multiplient. Au final, la séquence déclencheur, climax, rémanence révèle un arc narratif que peu de pays parviennent à instaurer, celui d'une transformation qui se prolonge d'elle-même. Le Burkina Faso n'avance plus par à-coups, mais par capillarité, comme si chaque amélioration ouvrait immédiatement la porte à une autre. C'est ce continuum qui redéfinit la dynamique nationale et ancre la souveraineté dans la durée. La transition apparaît nettement lorsqu'on compare le point de départ et l'écart obtenu. Avant les réformes, moins de 40% des récoltes maraîchères atteignaient un marché structuré, tandis qu'aujourd'hui, la capacité de transformation locale absorbe une part beaucoup plus stable de la production. Cette simple différence matérialise le principe baseline delta, qui guide la méthode mise en avant par Ibrahim Traoré. Elle montre comment une économie partielle devient progressivement un système intégré. Le premier indicateur majeur concerne la production agricole. Le pays enregistre une hausse de 40%, un chiffre qui reflète la combinaison d'infrastructures nouvelles et d'une meilleure organisation communautaire. Ce pourcentage illustre comment les récoltes gagnent en stabilité et en valeur marchande. Ce résultat s'explique par la réduction des pertes post-récolte, la création de nouveaux débouchés et le maillage routier qui rapproche les zones de production des centres de transformation. En observant les coopératives, on constate que les revenus se normalisent, les stocks tournent plus vite et les agriculteurs anticipent enfin leur cycle saisonnier. Le deuxième indicateur concerne les échanges commerciaux. Le pays a enregistré une progression de 25%, portée principalement par l'amélioration des routes et la disponibilité d'énergie stable dans les zones rurales. Cette croissance traduit l'entrée de nouveaux producteurs dans les circuits formels. Les marchés urbains reçoivent désormais des produits qui restaient autrefois confinés aux zones agricoles. Les commerçants élargissent leurs axes d'approvisionnement. Les itinéraires logistiques deviennent prévisibles, ce qui réduit les coûts et renforce la confiance entre fournisseurs et acheteurs. Le troisième indicateur touche directement au secteur de la santé publique. La mortalité infantile connaît une diminution de 15%, un recul obtenu grâce à la combinaison des hôpitaux locaux, des programmes de formation médicale et de la disponibilité d'électricité continue. Ce recul résulte d'un accès accru aux soins d'urgence et aux équipements fonctionnels. Les dispensaires disposent désormais de chambres froides pour conserver les vaccins, de machines qui fonctionnent toute la nuit et de personnel formé lors de sessions financées localement. Cette amélioration renforce la crédibilité du système de soins auprès des familles, qui n'hésitent plus à consulter tôt. Au-delà des chiffres, ce qui frappe est la logique systémique instaurée sous la direction d'Ibrahim Traoré. Rien n'est isolé. Chaque progrès a un effet de halo. Le solaire permet la transformation agricole. Les routes assurent la circulation continue. Les hôpitaux témoignent de la montée en compétences locales. Cette interdépendance transforme la souveraineté en mécanique mesurable, fondée sur des éléments vérifiables plutôt que sur des déclarations. En définitive, le passage du baseline au delta révèle une orientation stratégique. Faire de chaque amélioration un multiplicateur. Les chiffres ne sont pas des trophées. Ils servent d'outils pour ajuster, consolider, accélérer. Et s'ils semblent modestes à certains observateurs internationaux, ils incarnent, pour les Burkinabés, la preuve que l'avenir peut être construit par l'effort interne plutôt que par l'attente. Deux arguments critiques reviennent régulièrement lorsqu'on analyse la trajectoire actuelle du Burkina Faso. Le premier affirme qu'un modèle d'autosuffisance, même séduisant sur le papier, risque d'isoler le pays sur le long terme. Selon cette perspective, refuser une partie de l'aide internationale ou limiter les partenariats extérieurs reviendrait à priver l'économie d'investissements massifs, de technologies avancées et de réseaux commerciaux mondiaux indispensables.
Les sceptiques pointent du doigt l'enclavement géographique et le manque d'accès direct au marché maritime comme des contraintes structurelles impossibles à contourner sans soutien international. Ils redoutent également que la dépendance accrue au solaire et à l'agro-industrie locale expose l'économie aux aléas climatiques et aux variations imprévisibles de la demande régionale. Le second argument critique se concentre sur la question de la résilience interne. Certains observateurs estiment qu'un système reposant largement sur des initiatives locales pourrait manquer de profondeur en cas de choc majeur, une sécheresse prolongée, une tension sécuritaire accrue ou un ralentissement économique régional suffirait, selon eux, à fragiliser l'ensemble de l'édifice. Ils admettent la valeur des progrès observés, mais doutent qu'un maillage de projets locaux puisse absorber des crises externes sans un soutien solide de partenaires internationaux. Cependant, ces deux critiques sous-estiment la logique d'interconnexion déjà en cours. Les données disponibles montrent qu'aucune initiative n'évolue isolément. L'usine de transformation renforce les revenus agricoles et stabilise les circuits commerciaux. Le programme Yellen sécurise l'approvisionnement énergétique des ateliers, des hôpitaux et des écoles. Les routes accélèrent les échanges, réduisent les pertes logistiques et créent une continuité territoriale qui n'existait pas auparavant. Cette architecture intégrée crée un écosystème où chaque maillon compense les fragilités potentielles d'un autre. Ainsi, loin d'un isolement ou d'une vulnérabilité accrue, le modèle burkinabé s'apparente à une interdépendance interne maîtrisée. Les projets ne s'empilent pas, ils se répondent. Cette cohérence structurelle constitue précisément la réponse la plus solide aux critiques, car elle montre qu'un pays peut réduire sa dépendance extérieure tout en maintenant une capacité d'adaptation réelle. Ce renversement marque le véritable milieu du récit, le moment où le Burkina Faso cesse de simplement rattraper à un retard et commence à produire une autonomie tangible, visible, presque palpable. Dans des dizaines de villages, l'électricité issue du programme Yellen transforme la nuit en espace d'activité continue. Les écoles prolongent leurs cours, les ateliers tournent après le crépuscule, les dispensaires sécurisent la chaîne du froid. Cette mutation, qui semblait improbable quelques années plus tôt, devient l'illustration la plus directe de la souveraineté défendue par Ibrahim Traoré. Le dévoilement de ce midpoint ne tient pas seulement à la technique, mais à la perception. Pour les habitants, la lumière n'est pas un progrès abstrait. C'est une preuve quotidienne que la dépendance énergétique recule. Là où l'obscurité signifiait paralysie et attente, l'électricité locale crée un nouvel espace de possibilités. Ce basculement affecte même l'organisation sociale. Les coopératives réajustent leurs horaires, les commerçants étendent leur activité, les jeunes techniciens développent des micro-ateliers de maintenance. Chaque kilowatt solaire devient un vecteur de confiance partagé. À partir de ce point, l'histoire du pays ne suit plus un effort imposé d'en haut. Elle avance portée par ceux qui constatent chaque soir que la lumière vient désormais de chez eux. Les transformations initiées se manifestent désormais avec une clarté saisissante dans la vie quotidienne de 4 groupes majeurs de la société burkinabé. Pour les agriculteurs, tout commence dans les champs. Les pertes post-récolte diminuent, les circuits de vente se stabilisent et les revenus gagnent en prévisibilité. Grâce à l'usine de transformation, les récoltes trouvent un débouché local constant, ce qui réduit l'incertitude saisonnière. Les coopératives agricoles structurent mieux leurs flux, mutualisent des moyens de transport et établissent des calendriers alignés sur les capacités de transformation. Cette dynamique donne aux producteurs un sentiment de maîtrise inédit. Les agriculteurs ne dépendent plus d'acheteurs extérieurs imprévisibles, mais d'un réseau local qui valorise leur travail. Pour les entreprises locales, l'effet est tout aussi déterminant. L'accès à une énergie régulière grâce au programme Yellen permet aux ateliers de fonctionner en continu. Les petites manufactures s'équipent, les artisans modernisent leurs outils, les commerces étendent dans leurs horaires. Les routes rénovées fluidifient la distribution, réduisent les délais, garantissent une meilleure rotation des stocks.
Ce nouvel environnement logistique accroît la compétitivité des petites structures qui peuvent désormais rivaliser sur des marchés régionaux. La baisse des coûts de transport attire aussi de nouveaux investisseurs locaux, convaincus par une économie plus stable. Pour la jeunesse et la diaspora, la transformation prend une dimension symbolique. Les jeunes techniciens formés sur place trouvent un emploi immédiat, que ce soit dans la maintenance solaire, les chantiers, les hôpitaux ou les programmes agricoles. La diaspora, longtemps hésitante à revenir, perçoit dans les progrès actuels une perspective de contribution utile. Les formations locales deviennent plus professionnelles, les centres techniques se multiplient, et les parcours de spécialisation ouvrent des possibilités de carrière qui n'existaient pas auparavant. Cette génération voit dans l'action d'Ibrahim Traoré non pas un discours patriotique, mais un terrain concret où les compétences nationales prennent enfin de la valeur. Pour la région du Sahel et les territoires voisins, l'exemple burkinabé devient un laboratoire de souveraineté. Les pays environnants observent l'enchaînement des réformes. Une usine finance d'autres projets, une route ouvre un corridor commercial, un programme solaire assure une stabilité énergétique inattendue. Cette logique inspire les gouvernements et les communautés voisines. Les échanges régionaux s'ajustent, les flux de marchandises se densifient et certaines communes frontalières développent leurs propres initiatives en s'appuyant sur le modèle burkinabé. Le pays, longtemps perçu comme marginalisé, devient un pôle d'expérimentation. Ce tableau d'impact converge vers une conclusion commune. Les avancées portées par Ibrahim Traoré ne sont ni isolées ni superficielles. Elles dessinent un écosystème interdépendant où chaque groupe trouve une place renforcée. Ce ne sont plus seulement des chantiers, mais un changement de rythme dans la manière dont la société burkinabé produit, échange et se projette. Dans ces évolutions concrètes, la souveraineté cesse d'être une abstraction. Elle devient une expérience vécue, répétée chaque jour, dans les villages comme dans les centres urbains. Les prochains mois s'annoncent décisifs. Après une phase d'accélération où les projets se sont enchaînés presque mécaniquement, le Burkina Faso entre dans une période où les trajectoires possibles se différencient. Pour comprendre ce qui peut émerger, il faut envisager 3 scénarios sans chercher à les figer, en considérant simplement les conditions qui pourraient orienter l'un ou l'autre. Les initiatives locales gagnent en maturité. Les coopératives qui maîtrisent déjà la transformation agricole augmentent leur capacité. Ces ateliers de maintenance solaire se multiplient. Les routes récemment achevées stimulent des échanges plus denses entre régions, ce qui encourage la création de petites entreprises rurales. Dans cette dynamique, la diaspora contribue davantage. Transfert de compétences, retour temporaire, soutien aux programmes de formation. L'effet d'entraînement joue à plein et renforce la cohérence du modèle. Les résultats s'accélèrent sans nécessiter de nouveaux chantiers gigantesques. Certaines zones peinent à maintenir leurs équipements. Les collectivités font face à des retards de maintenance ou à un manque ponctuel de personnel qualifié. Les circuits de distribution fonctionnent, mais avec des irrégularités. L'énergie solaire reste disponible, mais l'expertise technique locale n'est pas encore suffisante partout. Le pays ne régresse pas, mais son rythme se fragmente, et les disparités entre régions deviennent plus visibles. Ce récit touche désormais à ce qui dépasse les infrastructures. La manière dont chacun, spectateur ou citoyen, reconnaît dans ces transformations un écho à sa propre expérience. 3 couches d'identification apparaissent clairement. Pour ceux qui observent l'évolution du Burkina Faso de loin, l'histoire interroge la valeur de l'action locale. Voir un agriculteur stabiliser ses revenus ou une technicienne solaire assurer la lumière d'un village rappelle qu'une souveraineté authentique commence souvent par des gestes élémentaires. Ceux qui suivent l'actualité africaine y trouvent une leçon sur la patience, la résilience et la capacité à bâtir morceau par morceau. Dans les pays du Sud comme du Nord, les initiatives collectives se heurtent souvent à la fatigue, aux tensions internes ou au manque de moyens. L'exemple burkinabé montre qu'une dynamique communautaire peut renaître dès que les infrastructures répondent réellement aux besoins.
Les associations, les coopératives, les conseils villageois y voient un rappel concret. Un projet prend de la force lorsque chacun peut mesurer son impact, même modeste. Pour eux, le cas du Burkina Faso fonctionne comme un miroir. Ils soulignent l'importance d'impliquer les populations dès la conception des projets, de privilégier les outils maîtrisés localement et d'adopter une logique d'interdépendance plutôt qu'une approche fragmentée. Le message est clair. Une politique durable ne se juge pas seulement à la taille d'un budget, mais à la solidité des liens entre secteurs. Ainsi, cette histoire s'adresse à tous ceux qui cherchent à comprendre comment un pays, quel qu'il soit, peut créer du mouvement à partir de presque rien, pour peu que l'intention collective s'y ancre réellement. Pour que les acquis récents se consolident et se prolongent, une méthode progressive apparaît. Elle s'inspire des choix défendus par Ibrahim Traoré, mais se structure désormais comme une feuille de route opérationnelle, fondée sur des actions simples et mesurables. Les communes doivent former des équipes locales entièrement dédiées à la maintenance, énergie, routes, centres de santé. L'objectif est clair, réduire les interruptions de service et garantir une continuité minimale. Les résultats se mesurent en heures de fonctionnement, en délai d'intervention et en taux de disponibilité des équipements. Les centres de formation régionaux peuvent accueillir des sessions courtes, centrées sur la réparation, l'installation solaire et la gestion des chaînes de froid. Chaque promotion intégrée consolide l'autonomie locale. Le principal indicateur devient le taux d'employabilité des diplômés dans les 6 mois suivant la formation. En coordonnant les coopératives, les transporteurs et les ateliers de transformation, il devient possible de réduire les pertes et d'améliorer la rotation des stocks. Le suivi se fait par les volumes transformés, la diminution du gaspillage et la régularité des livraisons. Les projets menés par les associations, les comités villageois et les petites entreprises doivent être intégrés dans un cadre partagé. Cette harmonisation augmente la cohérence territoriale et limite les doublons. L'indicateur clé est le nombre de projets coordonnés à l'échelle locale ou régionale. Ainsi, la souveraineté devient un processus continu, une série de gestes coordonnés plutôt qu'un objectif lointain. Au moment de refermer ce parcours, les visages croisés plus tôt reviennent comme des repères silencieux. Abdoulaye dans ses champs, Aïcha devant ses panneaux solaires. Leurs gestes simples forment le fil conducteur qui relie la souveraineté aux réalités humaines. Ces deux figures, loin d'être des symboles abstraits, incarnent la continuité recherchée par ceux qui ont observé l'évolution du pays depuis les premières réformes. Ce lien entre les individus et les structures, entre les mains qui travaillent et les infrastructures qui soutiennent, constitue la véritable clé du modèle porté par Ibrahim Traoré. Ce n'est pas la taille des chantiers qui impressionne, mais la manière dont ils se prolongent dans la vie quotidienne, nourrissant un sentiment d'appartenance et une confiance renouvelée. L'écho du motif initial, une récolte sauvée, une lumière maintenue toute la nuit, rappelle ce qui a déclenché la dynamique, la volonté de donner à chacun un espace d'action. Là se trouve l'émotion centrale, non pas dans l'héroïsme, mais dans la constance du geste collectif. Et au bout de cette chaîne, une conclusion simple s'impose. La souveraineté se construit pas à pas. L'histoire parcourue ne s'arrête pas aux frontières du Burkina Faso. Elle interroge toute société qui cherche à comprendre comment naissent les dynamiques durables. Non par des annonces spectaculaires, mais par l'accumulation de gestes modestes qui finissent par transformer un territoire. Les progrès observés invitent chacun à regarder autrement les initiatives locales, qu'elles soient agricoles, énergétiques, éducatives ou communautaires. Pour ceux qui suivent l'évolution du continent africain, l'expérience burkinabé offre un terrain d'observation précieux. Elle montre qu'un pays peut redéfinir ses priorités en s'appuyant sur ses propres ressources et ses propres compétences. Reste alors une question ouverte, adressée à tous ceux qui lisent ou écoutent. Que signifie, pour une communauté ou un individu, la capacité d'agir sans attendre ?
Cette interrogation n'appelle pas une réponse immédiate, mais un dialogue, une réflexion partagée. Car c'est souvent en confrontant nos expériences que l'on découvre comment se construit la souveraineté, ici comme ailleurs. Et c'est à chacun d'explorer ce que cette trajectoire peut inspirer dans son propre environnement.